troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Mes trois invités sont restés avec moi. Monsieur Chieb, nous étions en train donc de parler, de débattre de la question dans quelle mesure le conflit lié au Sahara entre le Maroc et l'Algérie impactait l'UMA. Nous avions vu les causes, les manifestations de la situation, de la crise. Et ma question c'est, comment peut-il prendre fin ce conflit, selon vous? Je pense que, d'un point de vue purement onusien, la question de règlement du Sahara est entre les mains des Nations Unies et donc il subira le temps des Nations Unies. Il faut faire une dichotomie, et je pense que c'est l'une des clés d'entrée pour régler le contentieux maghrébin ou intermaghrébin. Il faut faire une dichotomie entre le problème du Sahara qui est inscrit dans l'agenda onusien et la construction du Maghreb qui n'a rien à voir avec ce contentieux. D'un autre côté, je pense qu'en 2007, le Maroc avait pris une initiative très importante, qui est celle de l'autodétermination, un statut avancé permettant aux Sahraouis d'avoir une phase transitoire en attendant un hypothétique référendum. C'est fait le cas. Aujourd'hui, on est en France. Le Premier ministre vient juste de rentrer de la Nouvelle-Calédonie, qui était inscrite exactement dans le même schéma de l'indépendance. Et les accords de Matignon et d'Ouvéa ont stipulé qu'il y aura une phase de transition et qui pourra permettre un référendum au terme de 30 ans, en 1988, 2018. Donc, je pense que le Maroc a permis aux uns et aux autres une porte de sortie de crise par cette initiative qui permet à terme de solutionner le problème de manière pacifique. Mais vous pensez que le Maroc ira jusqu'à accepter l'idée d'un référendum d'autodétermination et si oui, accepter même les résultats, si les résultats confirment donc la volonté des indépendantistes? Oui, mais avec un préalable, là. Avec un préalable, c'est qu'il y aura des négociations directes entre les parties concernées, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc et le Polisario, sur d'abord ce statut avancé et de vivre le temps de l'apaisement, démilitarisation, rentrer dans un processus de rétrocession respective pour les uns et pour les autres, de sorte que chacun puisse sortir par une porte honorable sans perdre la face. Sinon, ce que je regrette, et je termine là-dessus, c'est que l'Algérie est très imbibée de conception dogmatique de la géopolitique, contrairement au Maroc qui est dans une conception pragmatique de la géopolitique. Le Maroc, après avoir pris conscience que l'UMA est quelque chose qui est en phase qui a inscrit l'acte de décès de cette forme d'union, s'est orienté vers son milieu naturel, l'africanité. Et donc il a repris son africanité et s'est propulsé comme un acteur important dans la coopération sud-sud. Ce que vous dites est d'ailleurs très intéressant. Nous avons posé justement la question à M. Khalid Hamdani, qui est donc le directeur de l'Institut éthique et diversité. Pourquoi le Maroc, mais pas seulement, l'Algérie aussi se tourne vers le reste du continent, alors que le partenariat avec les voisins maghrébins n'est pas encore renforcé. On écoute M. Hamdani qui explique donc la situation du Maroc. On en parle après. D'abord, il faut reconnaître, et tous les observateurs peuvent vérifier cela, que le Maroc a commencé à investir économiquement, à s'intéresser sur le plan des investissements et des partenariats économiques et largement aujourd'hui environnementaux, culturels, etc., avec l'Afrique depuis longtemps. Ce n'est pas récent. Cela remonte maintenant à plus de 2 décennies au moins. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le roi du Maroc, le gouvernement, les partis politiques, enfin l'ensemble et l'opinion publique également, ont malheureusement constaté, et là c'est beaucoup plus récent, que la construction de la coopération au Maghreb est dans l'impasse, pour ne pas dire qu'elle est totalement bloquée. Le Maroc a un avenir commun avec l'Afrique, mais il procède aussi d'un passé partagé. Vous savez, la dynastie des Saadiens, par exemple, Moulay Ismaïl, mais depuis fort longtemps, le Maroc a des liens historiques qui ne sont pas que
culturels, ils sont aussi économiques avec l'Afrique. Donc le Maroc renoue avec un partenariat qui était le sien historique et qui aujourd'hui s'inscrit dans la globalisation, dans la mondialisation, où les grands ensembles sont les seuls capables de viabilité. Donc le Maroc fait une politique réaliste, respectueuse de son histoire et de celle de ses partenariats avec l'Afrique, et ouverte sur un avenir commun et partagé. Et c'est cela qui compte. Monsieur Sadek, le Maroc, dans une politique réaliste, pragmatique, disent donc ce que nous venons d'écouter. Monsieur Chieb aussi, pendant que l'Algérie serait dans une approche plutôt dogmatique. Et d'ailleurs, on a vu que l'Algérie traîne quand même les pas en termes de renforcement du partenariat avec le reste du continent. Ça a commencé. Hein, ça n'a jamais été un objectif stratégique pour l'Algérie. D'accord. L'économique est toujours pragmatique. Les banques marocaines existent même dans l'immigration. Il y a 0 banque algérienne, il y a 4 ou 5 banques Chabi, Tijari, etc. Mais l'économique est toujours pragmatique. Mais moi, je persiste à dire que dans les 3 pays, ce sont des nations jeunes, et même si le protectorat a maintenu un pouvoir symbolique, la continuité, on nous a parlé des Saadiens, mais à un moment, rien ne se faisait sans la résidence générale. C'était un pouvoir. Donc ce sont des États qui ont repris leur indépendance et ils restent très jalouses de leur souveraineté. Les 3 pays ont des relations dogmatiques avec la souveraineté. Je ne parle pas de l'économie. Et si on compare avec l'Union européenne, vous avez maintenant des souverainistes qui sont anti-Union européenne et les européanistes ont accepté des transferts de souveraineté. Et cette dogmatique, à mon avis, ne sera relativisée que lorsqu'il y aura une rationalité économique qui, par exemple, les 1,5% de PIB qu'on gagnerait par la concertation, ce n'est pas diffusé, même chez les profs d'économie chez nous. Si on diffuse ce discours qui a été développé à Tunis. Il n'y a pas assez de pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie. Je pense que effectivement les enjeux liés à l'humain. Le projet unioniste maghrébin doit repartir sur la base d'une rationalité économique, en partant de la certitude qu'aucun de ces pays ne s'en sortira tout seul. Pour créer des emplois, il faut renoncer à cette vision névrotique de la souveraineté. Tout à fait. Mais dites-nous, l'Algérie a une susceptibilité supplémentaire. Je vous cite un exemple. S'il vous plaît. Il y a un historien qui s'appelle Benjamin Stora, qui s'est fait détacher au Maroc pendant quelque temps, et il est revenu en développant dans le journal Le Monde, dans les séminaires, le thème des espaces sahariens. Bon, maintenant, on sait que pour se faire admettre dans la bourgeoisie de Rabat, etc., c'est pas très facile. Et il a repris cette thématique, et ben ça a été très mal pris du côté algérien. C'est-à-dire qu'on veut revoir toutes les frontières, le projet de Michel Debré de Sahara, autonome, etc. L'Algérie a un territoire très vaste, hérité de la colonisation. Tout à fait. Et ce sont les négociateurs français qui, quand ils allaient signer l'accord de l'indépendance, qui ont dit à la délégation algérienne, vous ne céderez pas un pouce de votre territoire à vos voisins. De toute évidence, on l'a vu, et M. Chieb a dit, en tout cas, les concessions que le Maroc serait prêt à faire par rapport à la problématique donc liée au Sahara occidental et l'Algérien que vous êtes. Dites-nous très rapidement, avant M. Mekaoui, ce que vous pensez du côté algérien, ce que vous pensez que l'Algérie, les concessions possibles du côté de l'Algérie pour finir avec un conflit navrant et qui traîne en longueur, la solution ne peut être trouvée qu'au prix de concessions réciproques. Et relativiser. Monsieur Chieb dit que le Maroc pourrait accepter l'idée d'un référendum, mais ceci doit s'inscrire dans le cadre d'un processus d'autonomisation. Je vais vous citer un autre point de repère. Oui, s'il vous plaît. Vous avez vu quand Sarkozy a agité son mirage méditerranéen, l'Union pour la Méditerranée, vous avez la Tunisie et le Maroc qui se sont empressés de dire oui, et l'Algérie et la Libye ont dit mais nous avons l'UMA qui est moribonde. Pour être crédible, essayons de... Mais vous avez ces 2 pays qui se sont empressés de se lancer dans un projet destiné à intégrer Israël
dans la région. Et même la Syrie, oui. Oui, alors moi, si j'avais eu à répondre à Sa Majesté avec toute la révérence qu'il mérite, il a fait un constat rigoureusement exact, mais j'aurais voulu lui dire, Majesté, pourquoi vous êtes empressé de répondre oui à Sarkozy, comme les bénis oui du temps de la colonisation, et vous n'avez pas songé à réanimer l'UMA. Donc, M. Sadeh, vous êtes en train de nous expliquer que oui, l'Algérie est prête, effectivement, à faire des concessions, à couper, par exemple, si ce que dit M. Mekawi Abderrahmane est vrai, c'est-à-dire le soutien militaire au prolétariat, vous êtes en train de nous expliquer que l'Algérie... L'Algérie, maintenant, vous avez quelque chose qui s'appelait le DRS. On avait un État DRS, c'est-à-dire des services de renseignement qui dirigeaient l'Algérie. L'une des réalisations historiques du président Bouteflika, malgré son état de santé, c'est d'avoir démantelé le DRS. Or, Bouteflika, je vous ai dit qu'avec son ami Yousfi, il lui a dit, moi je m'en fous des commissions d'experts, une réunion au sommet avec une volonté politique et les experts vont trouver les solutions. Et à mon avis, cette volonté politique existe dans la classe politique algérienne. Vous y croyez encore, M. Abderrahmane Mekawi? Très rapidement, s'il vous plaît. C'est-à-dire je suis pessimiste concernant un peu l'avenir immédiat pour une seule raison. Pour l'UMA, vous êtes pessimiste? Parce que ces pays de l'UMA, par quelques-uns traversent une crise institutionnelle et constitutionnelle. Il y a une vacance de pouvoir en Algérie. Non, il n'y a pas de vacances, monsieur. Il n'y a pas de vacances de pouvoir. C'est-à-dire, il y a... Vous ne pouvez pas dire à cette table qu'il y a une vacance de pouvoir. Non, je ne peux pas dire qu'il y a une vacance de pouvoir, mais il y a... Il y a un président vivant en Algérie. Il y a une difficulté d'asseoir une véritable démocratie dans l'Algérie. Il y a vraiment la Tunisie à côté traverse vraiment une évolution politique très difficile. La Libye est en faillite. La Mauritanie elle-même, elle a aussi une crise constitutionnelle. Donc tous les pays traversent cette tempête constitutionnelle. Et tant qu'il n'y a pas une véritable démocratie, pour nous les peuples maghrébins, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de concession, ni parmi les uns, ni parmi les autres. Monsieur Chieb, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Moi, je crois que, contrairement à mon ami Mekawi, moi je suis optimiste par nature parce que je suis né quand le contentieux colonial a été déjà purgé. Et donc, je suis aussi, je crois, dans la force des peuples à s'autodéterminer par eux-mêmes. Il viendra un jour où la construction du Maghreb, qui sera qu'une partie pour la construction du continent de notre référence, qui est l'Afrique, je pense que c'est très proche et que les concessions mutuelles seront à la marge dès lors où on met sur la table la réelle politique et non pas le dogmatisme. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci. Merci.